Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre de l'engagement politique. Dans la vidéo précédente, on a vu les diverses formes d'engagement politique et on a retenu deux catégories, les formes d'engagement conventionnelles avec le vote et les formes d'engagement non conventionnelles avec l'engagement associatif, le militantisme et la consommation engagée. On s'est laissé sur la question cruciale de pourquoi les individus s'engagent. Mais avant de répondre à cette question, laisse-moi te dire que normalement, les individus ne devraient pas s'engager, mais pourtant ils le font quand même. Trop bizarre. Et bien ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective de Mancur-Olson. Selon Olson, nous agissons comme des homo economicus, c'est-à-dire des êtres égoïstes et rationnels qui évaluent soigneusement les coûts et les bénéfices avant de prendre une décision. Participer à une action collective, ça exige du temps, de l'argent, comme les frais d'adhésion à un syndicat ou les coûts de transport, et ça peut même entraîner une perte de revenus en cas de grève. Donc si on est le seul à s'engager ou si peu de personnes s'engagent, eh ben l'effort pourrait s'avérer vain. Les coûts de participation à l'action collective sont donc supérieurs à ses potentiels bénéfices. Le problème ici, c'est que même si l'action réussit, les fruits de cette réussite seront partagés par tous, y compris par ceux qui n'ont rien fait pour y contribuer. Ainsi, un individu rationnel pourrait conclure qu'il est plus judicieux de ne pas participer à l'action collective et d'adopter un comportement dit de passager clandestin. Le comportement de passager clandestin, ça veut tout simplement dire que l'individu va profiter des bénéfices sans assumer les coûts de l'action collective. Sauf que le problème, c'est que si tout le monde raisonne de cette façon, alors personne ne participera et l'action collective va échouer avant même d'avoir commencé. Voilà ce que nous dit Olson. Mais pourtant, tu l'auras remarqué, les individus s'engagent. Et on l'a vu récemment avec les grèves contre la réforme des retraites. Et c'est là le paradoxe. Logiquement, on n'a aucun intérêt à s'engager, mais pourtant, on le fait quand même. Donc la grande question là, c'est pourquoi? Pourquoi les individus s'engagent quand même? De quoi dépend réellement l'engagement politique? Et bien, dans ce deuxième titre, on va donc analyser les facteurs qui incitent les individus à s'engager. Et on va voir qu'il y a deux grandes catégories. Tout d'abord, l'engagement politique s'explique par des facteurs individuels et deuxièmement, l'engagement politique dépend de variables sociodémographiques. Donc on va commencer par les facteurs individuels et on va voir trois arguments. Donc tout d'abord, on va voir les incitations sélectives, ensuite les rétributions symboliques et on finira par la structure des opportunités politiques. Donc on va commencer par les incitations sélectives. Les incitations sélectives sont une réponse donnée par Olson à son paradoxe. Donc pour lui, dans les grands groupes, les individus ne s'engagent que s'il existe des incitations sélectives. Ces incitations sélectives, ce sont des avantages ou des sanctions financières individualisées. L'objectif ici, c'est de motiver la participation en rendant l'action collective avantageuse pour l'individu, ce qui permet donc d'éviter les comportements de passagers clandestins. On cherche donc à rendre les bénéfices de l'action supérieurs à ses coûts. Pour cela, les incitations sélectives fonctionnent selon un principe simple. Elles limitent les bénéfices de l'action collective aux seuls participants actifs. Ainsi, contrairement aux avantages collectifs qui profitent à tous, ces incitations créent une situation où le seul moyen de bénéficier des fruits de l'action, c'est de s'engager activement. Ça va pousser les individus à reconsidérer leur position et à participer à l'action collective pour accéder aux avantages offerts. Ces incitations peuvent prendre deux formes principales, positives et négatives. Les incitations positives offrent des récompenses directes à ceux qui s'engagent. Par exemple, les syndicats peuvent proposer des avantages exclusifs à leurs membres, comme l'accès à des assurances, à des services sociaux spécifiques ou même un soutien en cas de grève. Des organisations comme Civitas peuvent même aller jusqu'à offrir des facilités d'accès à des logements ou à des opportunités professionnelles, créant donc un cercle vertueux d'engagement et de bénéfices. A l'inverse, les incitations sélectives négatives visent à dissuader les comportements de passagers clandestins en pénalisant la non-participation. Ceux qui choisissent de rester en marge peuvent se voir refuser certains avantages ou même être soumis à des pressions sociales ou psychologiques, allant de l'exclusion du groupe à des sanctions plus directes. L'idée ici, c'est de rendre la non-participation moins attractive, voire coûteuse, qui va encourager un engagement plus large dans l'action collective. Les incitations sélectives expliquent donc la raison de l'engagement des individus en rendant la participation individuellement plus attractive. On peut alors surmonter le dilemme qui empêche les individus de s'engager. Ils sont motivés par les avantages ou dissuadés par les coûts de la non-participation, ce qui les incite donc à s'engager politiquement. Donc, on l'a expliqué, le modèle de Mancur-Olson souligne la rationalité des acteurs. Toutefois, d'autres analyses mettent en lumière la diversité des motivations qui poussent les individus à s'engager, allant bien au-delà du simple calcul rationnel. Et c'est ce qu'on va voir avec les rétributions
symbolique. Donc elle joue un rôle souvent sous-estimé, mais complètement fondamental, qui va nous dévoiler une facette de l'humain qui dépasse la simple recherche d'avantages matériels. En effet, c'est souvent la recherche de valeurs immatérielles qui va motiver les individus à s'impliquer. Je t'explique. Ces rétributions symboliques, d'abord, ça représente l'ensemble des avantages non matériels à l'engagement politique. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de symbolique. Elles peuvent se traduire par des gratifications symboliques individuelles qui sont le plus souvent immatérielles, comme la satisfaction morale, la notoriété, le pouvoir, le prestige, l'estime de soi, etc. Ces rétributions symboliques sont rarement connues avant l'engagement. Elles se découvrent à l'occasion de la mobilisation et au fur et à mesure de l'engagement, ce qui fait qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul coût-avantage qu'on a vu juste avant avec le paradoxe. Donc maintenant ce que c'est, on va voir que les rétributions symboliques peuvent avoir plusieurs formes. Au niveau des leaders ou des militants, ces gratifications prennent diverses formes. Pour les dirigeants, les rétributions peuvent inclure l'accès à des positions de pouvoir ou de prestige associées à leur rôle. Et pour les militants, l'engagement offre une source de satisfaction personnelle, le sentiment de contribuer à un changement positif, de faire l'histoire. Cela peut aussi se traduire par une valorisation des compétences moins reconnues dans d'autres sphères de la vie, enrichissant ainsi l'estime de soi. Donc l'engagement politique à travers des actions collectives ouvre aussi la voie à des expériences de sociabilité enrichissantes. Des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ont permis à des individus de se retrouver autour de valeurs communes, créant ainsi des liens forts et un sens de communauté. Cette sociabilité militante est une source de plaisir, d'intégration et parfois même de romance, ajoutant une dimension humaine profonde à l'engagement. De plus, l'engagement offre l'opportunité de construire un réseau social solide, un capital social qui peut se révéler précieux dans différents aspects de la vie quotidienne tels que la recherche d'emploi ou de logement. Ces réseaux sont construits sur des bases de confiance et de valeurs partagées. Ils vont renforcer le sentiment d'appartenance et peuvent ouvrir des portes. En conclusion, les rétributions symboliques révèlent que, bien au-delà de la recherche d'avantages matériels, c'est souvent la quête de sens, de reconnaissance et de communauté qui nous pousse à nous engager. Ces motivations profondément humaines enrichissent notre expérience sociale. Mais tu t'en doutes, il n'y a pas que ça. Tu t'es sûrement demandé pourquoi en Chine ou en Corée du Nord, les individus ne se mobilisent pas ou très peu. Eh bien, c'est à cause de la structure des opportunités politiques. Le contexte politique dans ces pays n'est absolument pas favorable à la mobilisation et c'est notre troisième point dans cette partie. La mobilisation ne dépend pas que du groupe, de son organisation et de ses ressources. Il dépend aussi de la structure des opportunités politique. La structure des opportunités politiques, c'est un peu comme le décor et les règles du jeu qui déterminent comment, quand et pourquoi nous pouvons nous engager politiquement. Elle comprend tout ce qui, dans le contexte politique, peut encourager et décourager la participation des citoyens à des actions collectives. C'est l'idée que certains moments sont plus propices que d'autres pour se faire entendre et influencer le changement. Imagine 2 secondes, tu veux organiser une manifestation. Dans une démocratie ouverte où les libertés d'expression et de réunion sont respectées, cette action sera beaucoup plus facile et moins risquée que dans un régime autoritaire où de telles libertés sont restreintes et où la simple mobilisation peut te condamner à mort. L'engagement politique dépend donc du degré d'ouverture du système politique. La structure des opportunités politiques comprend également des éléments comme la stabilité des alliances politiques et le contexte électoral. Si le paysage politique est figé avec des majorités stables, il sera plus difficile pour les mouvements sociaux de se faire entendre. Mais des périodes de transition ou de campagne électorale peuvent créer des ouvertures pour ces mouvements, en particulier si leur cause peut influencer le vote des électeurs ou si les partis politiques sont ouverts à de nouvelles idées pour gagner des voix. Un exemple frappant, c'est le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60 qui a bénéficié d'un contexte favorable. Il y avait une évolution démographique importante, un changement stratégique chez les démocrates pour inclure l'électorat noir et la pression de la guerre froide qui poussait le pays à se montrer sous un jour favorable sur la scène internationale. Dans des contextes plus récents, des mouvements comme Black Lives Matter ont également profité de circonstances favorables telles que l'indignation publique face à la violence policière et un contexte électoral propice pour mobiliser et obtenir une attention nationale et internationale. La structure des opportunités politiques inclut aussi l'efficacité des politiques publiques. Lorsque l'État est capable de répondre aux demandes des mouvements sociaux par des mesures concrètes, eh bien ça va encourager l'engagement. Par exemple, des politiques environnementales ambitieuses peuvent motiver davantage de personnes à s'engager pour la cause écologiste. En bref, la structure des opportunités politiques joue un rôle
cruciale dans l'engagement politique des individus en définissant le terrain de jeu sur lequel ils peuvent agir. Elle souligne l'importance du contexte dans le succès des mobilisations et dans la capacité des citoyens à contribuer au changement social et politique. On a donc vu dans cette partie que la mobilisation peut se heurter au paradoxe de l'action collective car la rationalité des individus peut les pousser à adopter des comportements de passagers clandestins. Dans ce cadre, les incitations sélectives sont nécessaires pour pousser les individus à se mobiliser. Pourtant, les individus s'engagent même en l'absence d'incitation sélective. La mobilisation est rendue possible par les rétributions symboliques, mais elle dépend également du contexte politique qui peut favoriser ou non l'engagement politique. Donc ces facteurs individuels expliquent pourquoi les individus s'engagent. Mais ce n'est pas la seule explication et maintenant on va s'intéresser au profil des personnes qui s'engagent. Quelle est leur profession, leur âge, leur niveau de diplôme? L'engagement politique dépend-il seulement des incitations sélectives, des rétributions symboliques et de la structure des opportunités politiques? Eh bien on va voir que non, et que d'autres variables entrent en compte dans la mobilisation. Et ces variables, on va les analyser dans la prochaine vidéo. Donc je te laisse aller voir la suite et moi je te dis à tout de suite.